Donc, bonjour à tous, et puis, voilà, bienvenue, hein, pour, ce webinaire, Parole d'acteur, dédié aux établissements, hein, du secteur, des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, hein, on vous propose, d'écouter, madame, Debloc, hein, représentant, la SRL, engagée dans le programme SMS numérique et voilà, qui pourra vous faire un retour sur, les usages, que l'association a, du DUI et des services socles. Un petit mot, hein, sur le collectif, SI social et médico-social des Hauts-de-France. Donc, nous sommes, hein, en fait une fédération, hein, qui regroupe aujourd'hui, une association qui regroupe aujourd'hui 5 fédérations et qui travaillent ensemble depuis, 2017 autour, des questions, de la transformation numérique, dans le secteur, social et médico-social. Donc notre mission première, hein, c'est de pouvoir accompagner les établissements, médico-sociaux et sociaux, dans la transformation numérique de leur secteur et plus précisément à répondre à l'appel à projet ESMS numérique. Voilà, nous disposons aujourd'hui de financement ARS, public, voilà, ce qui nous permet de pouvoir proposer un accompagnement, complètement gratuit aux établissements désireux de se lancer dans la démarche. Je propose, du coup, à madame Debloc de pouvoir, se présenter et puis, de partager son écran. Vous avez un support à projeter. Hop, donc je coupe et je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous et toutes. Ah ouais, du coup, on coupe. Je vais vous partager l'écran. Ça charge. Comment ça se fait que c'est long comme ça? Voilà. Alors, on ne voit pas le support pour le moment. Il arrive. Ouais, c'est ça. Ça mouliné. Ça va, vous m'entendez toujours? C'est bon? Parce que du coup, moi, j'entends plus rien. Oui. Ça va? On m'entend? Oui? Oui, on vous entend. Ok. Ça va basculer sur mon écran. Eh ben, bonjour à tous et toutes. Je ne vois pas forcément les différents participants. Du coup, charge à moi de vous présenter un peu le déploiement de notre solution dossier usager au sein de l'association et notamment l'utilisation des différents services socles qu'on peut en faire aujourd'hui avec le recul qu'on a suite au déploiement sur certains de nos établissements. Donc le support sera communiqué au collectif SI qui pourra vous le router par la suite. J'irai peut-être un peu vite sur certaines parties parce qu'on a fait un support assez complet, mais vu le timing, et puis l'idée c'est peut-être de vous faire des focus sur certains aspects en particulier. Donc voilà, je passerai un peu sur certaines parties un peu plus vite. Alors pour vous présenter rapidement l'association, j'ai l'impression que la bascule se fait pas par contre, c'est quand même bizarre. Ouais, et bah, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Du coup, je voulais aller sur la diapo suivante. Voilà, bon, bah, du coup, je vous ferai les petits clics si c'est pas gênant. Merci à vous. Pour vous présenter assez rapidement la SRL, mais ça vous aidera à avoir un peu une idée de finalement la solution qu'on a choisie, comment on l'utilise aussi. Donc la SRL, c'est une association qui intervient sur les Hauts-de-France et qui gère 44 établissements et services sur le champ du handicap et sur le champ de la protection de l'enfance. On a également des services tutélaires donc, sur le Pas-de-Calais. C'est à peu près 1500 professionnels et 4100 personnes accompagnées. Et globalement, on peut mettre la diapo suivante, sur le champ du handicap, on est assez pluriel en termes d'accompagnement, puisqu'on a à la fois des publics enfants, ados, adultes, autour de la déficience intellectuelle ou sensorielle, autour des troubles du langage, des troubles de la conduite et du comportement, troubles du spectre autistique et handicap psychique.
Alors là, on a les petites animations du coup que j'avais pas forcément enlevées. Vous pouvez recliquer plusieurs fois, je pense que comme ça tout viendra. Pour vous représenter aussi rapidement sur l'informatisation. Donc au niveau de l'association, on n'avait pas de dossier usager auparavant, donc ça a été vraiment la nouveauté. Et donc on est parti, enfin on a pu saisir l'opportunité en 2021 d'un financement dans le cadre du programme SMS numérique avec les fonds d'amorçage du programme. Et aujourd'hui sur le reste du déploiement. Et globalement, du coup, je pense que tout le monde est dans cette philosophie-là, mais en tout cas, l'arrivée d'un dossier unique informatisé pour l'association, c'était un levier pour permettre de sécuriser les pratiques, avec notamment l'accès sécurisé, mais aussi sur l'aspect médical, l'aspect circuit du médicament, pouvoir sécuriser les choses en termes de traçabilité de la distribution, de la dispensation. Favoriser l'accès aux données pour les personnes accompagnées, avec notamment un portail usager famille, et pour les professionnels de manière continue, avec une application aussi qui existe, donc notamment les professionnels en mobilité chez nous, sur des structures de type CESAD, SAVS, SAMSA. Alors, il y a une première question, on les prend peut-être au fur et à mesure. Hein. Oui, bonjour. Sur la vision, on ne voit pas le diapo, s'il vous plaît. On n'a que la première page, là. Vous avez que la première page. C'est très curieux. C'est pareil pour tout le monde. Non, il suffit d'appuyer sur les petites flèches en dessous du document. On arrive à changer les pages nous-mêmes. Vous pouvez changer les pages. Alors ça, c'est dingue, c'est la première fois qu'on a ça. D'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est la première fois que ça m'arrive également. C'est interactif, on vous laisse la main aussi sur le support. Écoutez, donc, voilà, je ne sais pas à quelle page vous voulez que je vous mette. Ouais, là, du coup, moi, je suis page 5. C'est très bizarre. Voilà, vous m'annoncez juste la page et je vous la mettrai. Est-ce que les autres, vous la voyez maintenant? Non. Ah, désolée. Ça ne marche pas pour tout le monde. Attendez. Mais oui, c'est super bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde 2 minutes quand même pour que. Oui. Est-ce que si je fais ça, par exemple, ça vous le change? Oui, tout à fait, c'est bon. Ok, mais ça ne le change pas, nous, à l'écran. Bon, en tout cas, donc je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Donc, j'en étais ici. Hop, voilà, sur le pourquoi informatiser. Merci en tout cas de m'avoir interrompu, sinon je vous aurais déroulé, ça n'aurait pas du tout été confortable. Donc structurer d'une meilleure manière aussi les informations, puisque on le vit tous, on a des bouts de dossier un peu partout sur chaque service, et chaque interlocuteur se fait des copies ou a des éléments dans son bureau. Donc pouvoir structurer aussi d'une meilleure manière les informations, avoir une vision peut-être processus, par exemple administratif, médical, paramédical. Avoir un seul espace de centralisation et de stockage des infos, ça rejoint un peu le point précédent. Faciliter le partage et l'échange d'informations, donc à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe de l'établissement, et on en parlera du coup après avec les services socles, notamment qui portent cette ambition. Et puis renforcer une vision parcours et accompagnement en pluridisciplinarité, et c'est quasiment sur ce point-là qu'on passe aujourd'hui beaucoup de temps, puisque c'est pas toujours culturellement l'approche qu'ont les équipes, et donc chacun pouvoir amener son petit bout de l'accompagnement, son petit bout d'écrit, son petit bout de dossier, c'est pas toujours simple. Donc amener aussi les équipes à avoir cette vision pluridisciplinaire et ce partage d'informations avec en porte d'entrée centrale la personne qu'on accompagne. Donc, au niveau de la SRL, on a choisi la solution Ogeris qui est portée par l'éditeur Socianova. Le choix de cette solution s'est fait dans le cadre d'un appel d'offres qu'on a lancé en 2022, donc dans le cadre aussi du financement SMS numérique. À l'époque, avec les fonds d'amorçage, c'était la condition, lancer un appel d'offres dans le cadre des marchés publics, donc mise en concurrence de différents éditeurs. Et parmi les 7 solutions qui avaient répondu à notre marché, on a retenu Ogeris. Parce que notamment l'un des arguments forts de cette solution, au regard de la pluralité de notre association, à la fois sur le champ du handicap, donc pluriel en termes de public accompagné sur le champ du handicap, mais aussi notre approche sur le champ de la protection de l'enfance. Voilà, il était intéressant d'avoir une solution qui soit assez
assez touche à tout finalement sur ces différents secteurs et qui puisse s'adapter à ces différents secteurs. On ne voulait pas avoir plusieurs solutions au sein de l'association. Donc voilà, on a choisi Ogiris notamment pour ça, parce qu'à la fois sur le champ PH et le champ PDE, si ces acronymes vous parlent, c'était la solution la plus adaptée à notre sens. Revenir un petit peu sur l'histoire en termes de déploiement, finalement sur l'association, on a fait un déploiement par vague, donc à l'échelle de nos 44 établissements et services, un premier déploiement avec 9 sites pilotes. Le choix de ces 9 sites pilotes s'est fait à partir de 9 typologies d'établissements, pouvoir finalement à partir de ces 9 typologies définir une configuration type, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, foyer d'hébergement, IME, ESAD, CESAD, et voilà, avancer dans la configuration, dans les usages aussi possibles avec ces types d'établissements, avant de poursuivre le déploiement ensuite par vague sur l'ensemble de nos autres établissements. On est actuellement du coup sur notre 3e phase de déploiement sur le champ du handicap, où on termine le déploiement sur les 15 derniers établissements de l'association, avant d'enchaîner ensuite sur le secteur de la protection de l'enfance et le déploiement donc notamment sur des maisons d'enfants à caractère social, mais aussi on accompagne des publics type MNA, mineurs non accompagnés. Donc ce phasage, je vous le disais, à la fois pour avoir des sites pilotes, pour prendre le temps de la conduite du changement, qui est un élément assez incontournable quand même dans le déploiement de ce type de solution. Et puis au rythme des DSR successifs aussi, voilà, pouvoir avoir les montées de version, les usages qui s'adaptent aussi et qui sont en adéquation avec les besoins qu'on a sur le terrain et que les équipes ont dans leur pratique. Et globalement, du coup, à horizon 2026, sur l'association, on sera donc à 43 établissements concernés, hors protection juridique, puisque c'est le seul dispositif de l'association qui avait déjà une autre solution. Et donc, on travaille plutôt sur l'adaptation de cette solution. Mais l'idée, ce n'était pas qu'il bascule sur Ogiris. Ça fera à peu près 1900 personnes accompagnées qui auront un dossier informatisé et puis 1400 professionnels formés à Ogiris. Alors, c'est sur cette partie-là que j'irai peut-être un peu plus vite parce que c'est peut-être pas dans un tel niveau de détail que vous attendiez des éléments ce matin, mais l'idée, c'était quand même de revenir finalement sur les bases avant de commencer de l'usage et d'être dans l'utilisation au quotidien. Comment on déploie une solution et on accompagne la conduite de changement sur nos établissements et dans nos différents secteurs. Et donc, vous remettre un petit peu les prérequis par lesquels on est passé et qui finalement concernent l'association depuis quelques années. Donc, un des premiers prérequis, notamment depuis 2018, pardon, l'association a vraiment inscrit le numérique comme une orientation associative, donc portée dans le cadre de notre projet associatif au niveau de la direction générale et du coup décliné aussi sur nos différents établissements. Et notamment passer par la remise à plat, l'audit, le questionnement de nos systèmes d'information et pouvoir avoir ces fondations solides et fiables puisque utiliser un logiciel dossier unique de l'usager sans bonne connexion ou sans réseau fiable et stable, ça a apporté des problématiques. Donc, on a vu pour que chacun de nos établissements soit équipé à la hauteur du besoin. S'inscrire dans une dynamique numérique et digitale puisqu'on était aussi déjà notamment sur la partie bureautique sur la suite Office 365 et puis avancer sur la mise en conformité RGPD, c'est ce qui est porté aussi par mon service sur notre dimension gestion des risques, avancer notamment autour de la protection des données personnelles et on le verra un petit peu en fil rouge sur chacun des points qui seront abordés ce matin. L'arrivée d'un logiciel dossier usager informatisé finalement est un excellent levier pour se mettre en conformité RGPD et sécuriser nos pratiques autour de cette collecte et de ce partage d'informations données personnelles. Soutenir et accompagner les professionnels à la limite de la fracture numérique parce que voilà, c'est une réalité aussi du secteur médico-social, mais pas que. Donc pouvoir aussi accompagner les professionnels de nos établissements qui seraient le plus éloignés de l'usage du numérique. Donc en 2022, par exemple, avant le déploiement, on avait fait un recensement à l'échelle de l'association, enfin des premiers sites qui allaient déployer la solution, et une 60aine de professionnels avaient pu être formés une formation, initiation à l'informatique.
Donc, contrairement aux idées reçues qu'on a pu avoir, il y avait de tout en termes de profil, hein, des directeurs, des chefs de service, des professionnels éducatifs, administratifs. Voilà, on avait vraiment une diversité de profils et ça a permis à chacun de se remettre à niveau en termes de base. Il y a ensuite forcément une vague de formation qui a à mettre en place pour avant de déployer l'outil aussi, se former à cet outil et se donner les moyens de découvrir l'outil. Donc, par exemple, sur l'association, nous, on a fait le choix de mobiliser nos plans de développement de compétences à hauteur de 50% pour financer à chaque fois les programmes de formation au fur et à mesure des déploiements. Et voilà, pour vous donner une petite idée en termes de programmes de formation, on a essayé de travailler sur des programmes adaptés aussi en fonction des profils utilisateurs et des besoins du coup de chacun des métiers, avec une vision particulière sur l'accompagnement, où on n'est pas sur une formation dédiée éducatif, mais bien tout professionnel d'accompagnement. Donc on peut retrouver aussi des surveillants de nuit, des maîtresses de maison, qui ont aussi une porte d'entrée et un accès au logiciel. Alors, ils n'utilisent pas forcément toutes les fonctionnalités, tous les modules, mais en tout cas qui ont eux aussi leur part à amener dans cet accompagnement global. À côté de ces formations, pour amener aussi du pratico-pratique et du très concret, on a mis en place donc à la fois au moment du déploiement, mais aussi finalement ça c'est en continu dans l'utilisation de notre dossier usager, des ateliers pratiques. Donc à un rythme assez régulier, on anime donc soit au démarrage c'était avec le soutien de l'éditeur, maintenant on a vraiment pris la main là-dessus, mais on anime des ateliers autour de thématiques spécifiques, les écrits professionnels, les informations médicales, par exemple, pour des établissements non médicalisés. Comment on traite ce type d'informations-là et comment on travaille sur des accès spécifiques pour des professionnels qui ne sont pas forcément IDE, médecins, qui ne sont pas du coup forcément équipés en termes de carte CPS, par exemple, carte de professionnel de santé. Comment on travaille l'usage du dossier usager pour ces personnes. Et voilà un exemple d'atelier sur lesquels on se penche avec les équipes pour avancer dans notre usage. Une équipe projet dédiée aussi, qui est un des facteurs de réussite aussi du déploiement, c'est des moyens humains dédiés. Donc une chefferie de projet qui est plutôt sur l'aspect fonctionnel et technique, un binôme. Nous, on a identifié donc la direction qualité et le directeur système d'info qui, voilà, en binôme, peuvent piloter le déploiement. Un comité de pilotage qui se met en place et qui lui aussi pilote, supervise toute la stratégie. J'ai inversé 2 diapos, je vais plutôt aller sur celle-ci. Et puis, si on prend le focus sur les établissements, on a aussi des professionnels ressources. Et donc, on a souhaité sur chaque établissement pouvoir identifier un trio de référents, donc le directeur, un chef de service ressources et un professionnel métier référent, ou qu'on a appelé key user, qui tous les 3, du coup, voilà, sont ambassadeurs sur site et sont vraiment là en direct pour répondre aux premières questions lors du déploiement. Hein. Ça se joue souvent dans les premières semaines quand il y a des difficultés à l'usage, pouvoir tout de suite être en proximité et accompagner les collègues dans la bonne prise en main de la solution. Un prérequis aussi assez important, c'est finalement prendre le temps de la reprise de données, la configuration de l'administration. On a passé beaucoup de temps, nous, sur cette étape-là, qui n'est pas l'étape la plus dynamique, on va dire, mais notamment sur l'axe archivage, mais en tout cas qui est incontournable pour notamment pouvoir personnaliser le plus possible la solution. Quand les équipes terrain, les équipes métiers arrivent sur Ogiris, il y a déjà énormément d'informations qui sont intégrées, ne serait-ce qu'un détail, mais il y a les photos des personnes. Voilà, on humanise aussi la solution, on y met du contenu et ça facilite l'adhésion, l'appropriation des équipes. Et je parlais tout à l'heure du RGPD, c'est par exemple l'un des angles qui nous a permis de travailler sur la collecte des informations qu'on pouvait faire à différentes étapes de l'accompagnement, de l'administration à la sortie et en passant par l'accompagnement au quotidien. Quel type de données on collectait et se questionner sur l'intérêt de cette collecte. Est-ce qu'on le conserve en version papier? Est-ce qu'on l'intègre en version numérique? Et que fait-on de la version papier? Destruction ou non? Enfin, voilà, on a pu travailler sur tout cet aspect d'archivage également.
Donc ça, c'était pour vous remontrer un peu, par exemple, pour nos key users, nos professionnels ressources, on avait lancé comme ça des petits appels à candidature avec voilà, des supports de com dédiés. Et un des prérequis aussi importants, c'est finalement ce qu'on met en place en termes d'aide en ligne, helpdesk, support, voilà, ça a différentes appellations, mais finalement, c'est l'assistance aux utilisateurs. Donc, on utilise l'assistance qui est proposée par Socianova et on a aussi mis en place un support à l'interne, notamment dédié aux référents pour avancer sur les configurations, sur les évolutions nécessaires de l'outil et pouvoir porter tout ça, piloter tout ça à l'échelle associative. En termes de communication aussi, finalement, vous faire un petit focus là-dessus, donc qui pour nous est un bon levier aussi d'adhésion. Donc avant le déploiement, par exemple, on avait travaillé nous sur une page interne, on utilise un espèce de Facebook interne, un réseau interne qu'on appelle Yammer, c'est Viva Engage maintenant pour ceux qui connaissent. Mais bref, voilà, suivre un petit peu l'avancée, le déroulé du déploiement sur les réseaux pour que chaque collègue ait le même niveau d'information. Un rendez-vous mensuel avec des newsletters aussi qui avaient été mises en place, pareil, pour communiquer au fur et à mesure sur l'avancée. Des affichages sur site pour informer, voilà, notre établissement va déployer la solution à telle date. Et puis des événements qu'on a organisés au niveau de l'association, donc à l'UGC, tant qu'à faire, autant utiliser le grand écran de l'UGC pour autre chose qu'une projection cinéma. Donc on a pu projeter la solution sur grand écran. En première intention, ça avait été, une fois que la solution a été choisie, présenter officiellement à toute l'association la solution choisie et faire une démo en direct de cette solution. Et l'année dernière, quand on a renouvelé l'expérience, c'était plutôt un retour d'expérience avec des tables rondes et des professionnels qui venaient chacun témoigner de leur usage au quotidien d'Ogiris. On avait fait aussi des petites capsules sur site avec des surveillants de nuit, par exemple, qui témoignaient en pleine nuit et nous montraient comment ils ouvraient les transmissions pour faire le relais aux collègues, etc. Donc voilà, du très pratico-pratique quand même et très concret pour que les collègues puissent tous se mettre dans cette dynamique aussi et échanger, lever aussi tout de suite les premières craintes, les premiers freins qui pourraient exister et répondre en direct aux premières questions. Travailler aussi forcément, et c'est le plus important finalement, l'information des personnes accompagnées, principales concernées par ces dossiers usagers. Donc en CVS avant le déploiement avec des communications adaptées qui leur sont diffusées. Les personnes accompagnées sont associées aussi aux événements qui peuvent être organisés, les événements UGC notamment. Et puis voilà, là dans nos perspectives, pouvoir travailler aussi sur des ateliers thématiques avec les personnes accompagnées. Maintenant que la solution est déployée, que les professionnels s'en sont bien saisis, on va retravailler avec les personnes pour voilà, leur participation, leur association et voir avec elles qu'elles puissent accéder surtout à leurs informations. Et notamment donc, par le biais de mon espace santé aussi, et du portail usager famille qui a une interface connectée à Ogiris. Des outils dédiés à l'interne, donc à la fois une équipe, enfin là aussi sur notre Teams interne, mais l'idée là, c'est de permettre l'échange de pratiques entre tous nos référents, nos professionnels ressources, key users qu'on a identifiés, pouvoir se partager un peu en termes de boîte à outils ou de retour d'expérience dans l'utilisation, partager les petits trucs et astuces et gagner du temps dans l'utilisation, se faciliter l'utilisation. Et puis des guides utilisateurs qui viennent en complément, des formations, des ateliers pratico-pratiques. Voilà, avoir aussi un petit guide avec des captures d'écran, là aussi des trucs et astuces et des bonnes pratiques sur chacun des modules de la solution pour s'accompagner au quotidien dans l'usage. Voilà, ça va en termes de timing, hein, je pense. Je vais vite. Et donc voilà, vous faire un focus plus particulièrement sur les usages autour des services socles. Alors du coup, je vous ai remis, ça on le voit quand même bien, la dernière version là, de la maison, des fondations autour des services socles. L'idée, c'est de vous détailler du coup là, certains de ces services socles et finalement comment on a travaillé à ça au niveau de l'association. Pareil, en prenant, ça a été le parti pris pour construire ce diaporama, mais là aussi un premier focus sur les prérequis finalement, parce qu'avant de pouvoir être sur cet usage au quotidien, il y a un certain nombre de prérequis
et de conditions à lever sur lesquelles on a passé beaucoup de temps. Mais voilà, du coup, c'est à avoir en tête pour anticiper les choses et surtout les piloter de la meilleure manière pour ne pas perdre du temps ensuite et vraiment pouvoir se focaliser dans cet usage qui est le plus important. Mais du coup, voilà, parmi les prérequis, notamment la contractualisation de l'organisme gestionnaire avec l'ANS, l'acquisition des moyens d'authentification, donc les cartes CPX, X pouvant devenir S pour les professionnels de santé et E pour les personnels d'établissement. Et bon, au début, on était sur des différents formulaires à compléter. Finalement, l'application Tom est arrivée, donc une appli qui permet de manière dématérialisée de commander, par exemple, nos cartes CPE, CPS et qui nous fait gagner beaucoup de temps. Et puis, la création de missions de gestionnaire de cartes, donc ces fameuses cartes CPE, CPS, qui représentent quand même une charge administrative. Hein. Donc, initialement, on l'avait porté au niveau du service qualité. Et là, au fur et à mesure des déploiements et des commandes de cartes à faire, cette mission redescend sur chaque établissement. C'est plutôt les personnels administratifs qui gèrent ça. Et maintenant qu'on a équipé l'ensemble des professionnels qu'on souhaitait équiper en première intention, là, on est plus sur, voilà, dès qu'il y a un turnover, un changement de poste, bien penser à commander la carte pour le nouveau professionnel qui arrive, à résilier l'autre carte. Voilà, on est plutôt sur ce type de suivi-là. Et on verra par la suite, quand d'autres professionnels seront équipés, comment on va déployer les choses. Pour vous refaire le petit focus aussi, mais j'en parlerai un petit peu après. Aujourd'hui, on a priorisé sur l'association les professionnels de direction, donc directeurs, chefs de service, les assistants sociaux, les secrétaires et le secrétaire. En termes d'équipement, donc carte CPE. Et ensuite, les cartes CPS, donc de fait, tout professionnel qui a une profession dédiée, enfin rattachée à l'ordre, a une carte CPS, donc IDE, médecin. Bon, ça c'est la théorie. En pratique, on a dû accompagner beaucoup de nos IDE, par exemple, qui n'avaient pas forcément renouvelé leur inscription à l'ordre. Donc voilà, les accompagner dans cette démarche-là pour qu'elles se réinscrivent à l'ordre et qu'elles puissent avoir leur carte CPS. Et puis, quelques-uns de nos professionnels paramédicaux, puisque l'attribution de carte CPS a été élargie à quelques métiers. Donc, on a aujourd'hui des psychomotes, notamment, qui ont des cartes CPS. Et pour le moment, on a fait le choix de ne pas équiper les professionnels de l'accompagnement, alors personnel éducatif et autres au sens large, parce que ça faisait beaucoup de professionnels et parce qu'en termes d'usage, on se questionne encore un peu aujourd'hui, enfin voilà, sur leur degré d'utilisation des différents services socles pour lesquels on a besoin de ces moyens d'authentification. On va sûrement là aller sur les psychologues, équiper les psychologues pour qu'eux puissent utiliser ces services-là. C'est la prochaine vague de déploiement là qui est prévue. Mais voilà, on y va un peu par étapes pour prendre le temps aussi d'accompagner à cet usage et pas déployer finalement des cartes pour tout le monde sans se questionner sur l'usage qu'ils pourraient concrètement en faire au quotidien. Et un petit focus rapide sur l'Aurore, alors qui n'impacte pas directement les services SOC, mais les services SOC que sont la messagerie sécurisée de santé, le DMP ou l'INS, mais en tout cas qui représentent un intérêt majeur aussi à notre sens pour qu'on puisse tous ensemble avancer vers l'harmonisation de nos informations et des informations concernant nos établissements. Donc l'Aurore, finalement, c'est un peu comme le gros annuaire, hein, si je vulgarise un peu, mais c'est le répertoire national qui recense l'ensemble de nos structures et notamment qui est en lien avec Via Trajectoire, donc pour qu'on puisse avoir les mêmes niveaux de communication et les mêmes appellations, entre guillemets. Il y a vraiment cet intérêt de pouvoir remettre à jour les informations nous concernant sur l'Aurore. Parmi les services socles, on retrouve, en tout cas en termes d'authentification, on retrouve ProSanté Connect. Donc on vous a remis, je ne sais pas si on entre forcément dans le détail, mais on vous a remis ce qui était ProSanté Connect. Et en tout cas, nous, à partir de notre solution, donc à partir d'Ogéris, ce que ProSanté Connect nous permettait, donc notamment d'accéder aux dossiers médicaux et dossiers des personnes accompagnées, si la fonction le permet, hein, pour les métiers qui le doivent, d'envoyer des documents dans le DMP, et d'utiliser la messagerie sécurisée de santé.
Et on arrive du coup sur l'un des premiers services socles sur lesquels on est allé, donc l'INS, Identifiant national de santé. Donc là aussi, si on vulgarise, finalement, c'est notre identité numérique. Donc on vous a remis aussi pour avoir, pour se remettre peut-être dans le bain s'il y a besoin, mais finalement, ce qu'est l'INS, donc les 5 traits d'identité stricts qui définissent l'INS, et ensuite qui permettent de se voir attribuer ce matricule INS. Et l'INS est aussi un prérequis pour pouvoir ensuite partager des informations de manière sécurisée avec la messagerie par le biais de la messagerie sécurisée de santé ou par le biais du DMP. Si l'INS des personnes accompagnées n'est pas qualifié, n'existe pas, n'a pas été créé, on ne peut pas partager d'informations concernant cette personne. On vous a remis pour que ça soit un peu concret, finalement, comment, par exemple, nous, on qualifie les INS sur notre solution. Donc, la qualification en tant que telle va très vite. Ce qui prend du temps, c'est plus vérifier justement les traits d'identité, les papiers d'identité qu'on peut avoir. Et je vous l'ai remis sur une diapo après, donc je m'y arrêterai un peu après, mais plus voilà, être sûr qu'on a les bons papiers d'identité et qu'on a même ces papiers d'identité parfois. Mais en tant que tel, la qualification sur notre logiciel va très très vite. C'est voilà, c'est un bouton qui va vérifier les différents traits d'identité et les infos qui sont saisies dans le logiciel, à condition qu'elles soient saisies, et qui ensuite fait appel à ce qu'on appelle le téléservice INSI pour du coup générer le matricule INS. Donc ça, c'est tout le petit tuto. Voilà, se dire aussi, et ça parce qu'on l'a eu, en cas de faute, par exemple, dans l'orthographe du nom, dans le dossier, on a un message d'erreur. Enfin voilà, c'est quand même un axe fort autour de l'identito-vigilance, on en parlera tout à l'heure. Et si on vous fait un retour du coup plus concret en termes d'usage pour l'association, là par exemple sur nos 24 établissements qui sont aujourd'hui sur Ogeris depuis une année pour certains, un petit peu moins pour d'autres, on est à une qualification à peu près 96%. En règle générale, le personnel en charge de la qualification, c'est plutôt le personnel administratif, puisque l'étape de qualification se fait au moment de l'admission. Donc, on intègre l'ensemble des informations du nouveau dossier, on crée le nouveau dossier de la personne, on intègre ces informations en GED sur la partie, donc la bibliothèque électronique du dossier. Et en même temps, du coup, qu'on collecte ces éléments d'identité, on vient qualifier son INS qui l'accompagnera du coup tout le long de son parcours, à la fois dans nos dossiers usagers, mais à la fois tout le long de son parcours en santé au sens large, donc que la personne aille à l'hôpital, chez le dentiste, à la pharmacie, enfin voilà, c'est l'identifiant qui pourra la suivre partout. On a mis à jour du coup nos matrices d'habilitation, puisque l'utilisation du logiciel requiert d'avoir une matrice d'habilitation, c'est-à-dire des droits. Voilà, je suis éduc, je peux accéder à tel module, je suis IDE, je peux accéder à tel module. Et donc là, pour pouvoir qualifier par exemple les INS, on a ajouté au personnel administratif la possibilité de qualifier, vérifier ces INS. Et là aussi, dans l'idée d'accompagner le plus possible cette pratique, on a pris des temps en interne de sensibilisation du personnel administratif à l'usage. Avec le recul aujourd'hui de ces qualifications, les freins qu'on a rencontrés donc en 2023, c'était encore des instabilités, notamment pour accéder au téléservice INSI. Aujourd'hui, résolu, ou alors très rarement, mais on n'a plus de problème de connexion à ce téléservice. Un connecteur, donc qui s'appelle le connecteur DMP, qui est installé sur l'ensemble des PC pour pouvoir faire appel à ce téléservice INSI. Donc là, c'est plus techniquement, je sais pas s'il y a des informaticiens ou autres dans le webinaire, mais en tout cas, techniquement, c'est une donnée à prendre en compte parce que du coup, il faut déployer ce connecteur sur un ensemble de PC, donc pouvoir le faire par exemple en déploiement à distance, ce qu'on appelle la GPO. Des justificatifs d'identité parfois difficiles à récupérer. Et ça fait écho avec le deuxième point, notamment sur le secteur enfance. Parfois, voilà, des difficultés d'échange avec les représentants légaux, où on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément les bons justificatifs d'identité. Et on se questionne aussi, là, du coup, avec le secteur de la protection de l'enfance qui va arriver dans la boucle sur les freins ou les difficultés qu'on pourrait rencontrer de qualification d'INS, puisque, voilà, particularité du champ de la protection de l'enfance, des enfants
placés et donc potentiellement éloignés du cercle familial. Donc, parfois une difficulté à récupérer ces éléments d'identité. Et n'en parlons pas pour les mineurs non accompagnés puisque, voilà, bien souvent, ils arrivent sur le territoire sans papier et enfin voilà, il y a quand même tout un sujet aussi autour des mineurs non accompagnés, mais je sais qu'il y a déjà eu des questionnements et des réflexions là-dessus aussi. Des problèmes aussi en lien avec la base nationale de téléservice INSEE. Parfois, la concordance n'est pas bonne. Et là, pour le coup, on a eu un bon accompagnement alors GIP Santé Numérique à l'époque, mais INEA, du coup, qui nous a accompagnés sur le sujet. Et puis auparavant, donc, il fallait se connecter avec la carte CPE, hein, j'en parlais tout à l'heure, les moyens d'authentification. Donc, on a équipé toutes les secrétaires de carte CPE. Bon, aujourd'hui, c'est levé, il y a un certificat logiciel qui a été installé. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette carte CPE pour faire les qualifications, vérifications. Donc, pour les établissements qui arrivent aujourd'hui dans cet usage-là, ça a fait une étape en moins, finalement, en termes de prérequis nécessaires. Et puis, on vous a mis, parce que ça peut toujours servir, finalement, quelques astuces à connaître parfois pour débloquer des identités qui ne se qualifient pas. Des fois, ça peut être le code INSEE qui est un des 5 traits d'identité qu'on doit vérifier, le code INSEE qui bloque, donc du coup, le remplacer par 9999. Et du coup, la connexion au téléservice INSEE fonctionne. Et après, on peut revenir en arrière pour mettre le bon code, bien sûr. Et pareil, au niveau de l'identité, parfois, quand il y a des noms composés, des tirets, ça peut créer aussi des bugs d'appel au téléservice INSEE. Donc, faire volontairement une faute d'orthographe et puis revenir après pour le corriger. Enfin, voilà, on a parfois réussi à débloquer, nous, des dossiers. On a testé X possibilités pour débloquer des dossiers. Donc, ça, c'est, par exemple, 2 astuces qui ont marché. Et concernant l'INS, un sujet un peu parallèle finalement qui arrive avec l'INS, c'est l'identitovigilance. Donc finalement, l'ensemble des mesures qu'on met en œuvre pour pouvoir fiabiliser cette identification. Donc c'est en réflexion aussi au sein de l'association pour notamment travailler sur des chartes d'identitovigilance, la sensibilisation des professionnels. L'identitovigilance, on en parle beaucoup dans le secteur sanitaire. Là, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de entre guillemets, vulgariser ça à nos pratiques et à notre besoin, puisque au quotidien, les personnes qu'on accompagne, on les connaît. Elles sont là depuis des années dans les établissements, donc on n'est pas comme dans le secteur sanitaire avec le fait d'apposer par exemple un bracelet d'identification. On est dans d'autres pratiques. Pour autant, voilà, il y a des risques quand même en termes d'identification, notamment sur des actes un peu sensibles tels que la distribution des médicaments, ou au moment de l'admission, il peut y avoir des risques de doublons, par exemple, si le dossier est mal créé. Donc, bon, ça, l'INS vient solutionner ce questionnement-là. Mais voilà, en tout cas, il y a de vraies questions et de vrais enjeux de gestion des risques et de sécurité autour de l'identité des personnes. Peut-être si je m'arrête 2 minutes sur l'INS, identitovigilance, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Ou si je continue sur les autres services socles. Ça va? Ben, j'espère que je ne vous ai pas endormi, surtout. Je continue. Donc, autre service socle, la messagerie sécurisée de santé. Donc là, un peu de la même manière, plus pour en une diapo, essayer de synthétiser finalement ce qu'est la messagerie sécurisée de santé. Et vous présenter un peu comment ça fonctionne, nous, sur Ogéris. Donc globalement, la messagerie sécurisée de santé est aussi connectée à l'annuaire santé qui, du coup, existe au national et qui permet de recenser l'ensemble des professionnels de santé, du coup, au sens large. Hein. Donc, l'ensemble des professionnels avec un RPPS ou raccrochés au RPPS+, sont intégrés dans cet annuaire santé. Et sur la MSS, donc aujourd'hui, nous, on a choisi la solution Medimail portée par le MIPI. À l'échelle de l'association, pour le moment, sur les 24 établissements, on est à 72 boîtes aux lettres nominatives créées. Sur le déploiement des MSS, on peut faire le choix de plusieurs boîtes aux lettres nominatives, applicatives ou organisationnelles. On s'est focalisé sur l'association, sur du nominatif, parce que, enfin, voilà, finalement, en creusant sur les différentes possibilités, ça nous semblait plus intéressant que chaque professionnel ait sa propre boîte mail, même si à terme, il y aura très certainement des boîtes organisationnelles également. Par exemple, quand on est au sein d'une infirmerie et qu'il y a 3 infirmières qui y travaillent, voilà, ça serait la boîte mail infirmerie @ MS Santé, etc. Et les 3 professionnels pourraient avoir accès à cette boîte organisationnelle.
Les boîtes aux lettres se sont déployées en lien aussi avec les équipements cartes CPE, CPS, donc sur les mêmes métiers, hein, finalement, assistant de service social, coordonnateur de service, secrétaire, médecin, IDE, chef de service et directeur. Et du coup, on a remis la répartition là en fonction des boîtes créées, de voilà, qui a quelle boîte. Et puis à ce jour, un peu plus d'une centaine de professionnels référencés sur le RPPS+. Donc ce référencement, là aussi, c'est un prérequis et une étape administrative assez lourde, mais c'est le prérequis nécessaire pour pouvoir ensuite créer ces boîtes aux lettres et cet accès MSS. Si on fait un petit focus là aussi sur les freins peut-être rencontrés, je viens de le dire, mais la création un peu fastidieuse, puisqu'il y a l'enregistrement RPPS+, la récupération du numéro RPPS, la création de la boîte Medimail, pour ensuite la basculer en boîte MSS, pour ensuite le raccrocher à notre dossier usager. Donc il y a quand même plusieurs étapes qui entrent en compte, et voilà, à l'échelle de l'association, quand il y a beaucoup de boîtes mail, c'est du boulot. Impossibilité d'avoir une adresse MSS pour un même professionnel sur plusieurs structures. Donc, par exemple, là, c'est compliqué avec nos médecins qui se retrouvent à gérer plusieurs boîtes mail. Alors, une à la SRL, leur MSS à SRL. S'ils sont en CH, leur MSS CH. S'ils ont un cabinet en leur nom, leur MSS au sein de leur cabinet. Et ça, pour les médecins, clairement, voilà, on les perd un petit peu. Donc, on rame un peu sur cette partie-là avec eux pour les amener à l'usage de leur MSS ASRL, notamment. Suivi obligatoire pour clôturer les boîtes aux lettres MSS lors de la sortie d'un professionnel. Enfin, voilà, ça, c'est plus se dire qu'il y a une logistique, comme on peut l'avoir sur la gestion des cartes, mais une logistique de gestion de compte aussi à prendre en compte. L'interface MSS sur Ogeris qui n'est pas très intuitive, c'est finalement une boîte de dialogue envoyer-recevoir, et du coup des difficultés parfois pour certains pros à consulter leur mail, là où ils sont habitués à avoir des boîtes type Outlook par exemple, où quand même l'interface est assez simple d'utilisation. Des bugs parfois dans la mise à jour de l'annuaire de la messagerie sécurisée de santé sur Ogeris, puisque l'annuaire santé en tant que tel étant, alors j'aurais peut-être pas les termes, je sais pas si c'est en applicatif ou enfin bref, c'est en ligne en tout cas, mais du coup Ogeris va rechercher dans cet annuaire et parfois la synchronisation n'est pas forcément à jour, donc on ne retrouve pas des professionnels alors qu'on les trouve quand on va directement sur l'annuaire santé. Et encore beaucoup de professionnels et d'établissements de santé non utilisateurs de la MSS. C'est finalement ce qui nous freine le plus aujourd'hui dans notre usage. Pour voilà, envoyer un MSS, il faut que l'interlocuteur en face ait lui-même une messagerie sécurisée de santé. Et aujourd'hui, certains de nos pharmaciens, des cabinets libéraux de médecins et des hôpitaux n'utilisent pas, enfin n'ont pas forcément cette utilisation, ou par simplicité, sont encore sur du papier ou d'autres outils. Et voilà, ça nous freine un petit peu ça parfois dans l'usage, et certains de nos professionnels se retrouvent à faire des doublons, envoi sur MSS et envoi par un autre biais, en attendant que, voilà, que tout le monde soit bien dans ce circuit de diffusion. Et l'un de nos axes de travail sur ce volet-là, c'est notamment de coupler notre messagerie Medimail à notre messagerie Outlook, pour faciliter aussi l'utilisation. Voilà, je suis sur ma messagerie Outlook, je peux choisir de basculer à un moment donné sur ma messagerie sécurisée de santé si je dois faire un mail, sans avoir à se connecter, déconnecter et aller sur différentes interfaces. On vous a mis aussi, alors c'est pas très lisible, mais quelques exemples de documents échangés. Principalement, aujourd'hui, on est quand même plutôt sur de l'information médicale et de l'échange de comptes rendus, d'informations dans le cadre du suivi, de réajustement de traitement, prescription. On n'arrive pas encore à échanger, par exemple, nous on avait identifié nos secrétaires assistants sociaux pour des échanges avec la MDPH, par exemple, sur des notifications ou des envois de pièces complémentaires. C'est pas encore possible puisque la MDPH n'est pas équipée aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Au niveau du DMP, donc le dernier service SOC dont je vous parle ce matin, pareil, donc petite diapo qui réexplique ce qu'est le DMP. Je vais tout de suite aller là-dessus parce que je vois que le temps file. Donc là, à l'échelle des 24 établissements, on a une centaine de documents qui ont été envoyés sur les DMP.
Tous les professionnels équipés d'une carte CPE, CPS peuvent envoyer depuis Ogéris vers le DMP. Et aujourd'hui, on envoie des documents type le dossier de liaison d'urgence, donc en prévision d'hospitalisation ou prise en charge urgente, le projet d'accompagnement personnalisé et des comptes rendus, type comptes rendus médicaux dans le cadre d'un suivi libéral, par exemple. D'autres types de documents pourraient être basculés ensuite. Les freins rencontrés, notamment sur le secteur enfance, où on ne s'y attendait pas vraiment, mais on a vu que pas mal de DMP n'étaient pas ouverts suite au refus des représentants légaux. Donc là, il y a tout un travail de sensibilisation à faire avec les familles pour voilà, les amener à l'ouverture du DMP, ou de mon espace santé de manière plus globale. Et puis des échanges en cours avec l'éditeur, notre éditeur de logiciels, pour que l'éditeur ait une vision plus globale santé du DMP et non soin, parce que le DMP ne permet pas que d'envoyer des éléments médicaux et n'est pas accessible que par des professionnels médicaux. Il y a notamment une matrice d'habilitation avec l'ensemble des métiers et les usages possibles qui a été faite. Donc voilà, en tout cas, pour en faciliter aussi l'usage, il faut que ce soit plus ouvert et plus largement au regard aussi de la richesse des métiers dans nos secteurs médico-sociaux. La santé est traitée d'un aspect plus large que sous le seul angle du soin. Et super rapidement, on vous a remis, là aussi, on a travaillé sur des communications adaptées auprès des personnes accompagnées pour les sensibiliser du coup sur l'usage de ces services socles, puisqu'il n'y a pas de consentement à recueillir, mais plutôt une information sur leurs droits, notamment droit d'opposition éventuellement. Donc information sur l'INS, le DMP, la messagerie sécurisée de santé, des affichages aussi du coup sur nos établissements. Et puis là, plus pour vous amener un peu de matière, mais les outils qu'on peut utiliser nous poursuivent le pilotage, finalement le qui fait quoi dans ces différents services socles, quelles pratiques on doit avoir, par exemple pour valider les identités, récupérer l'INS, envoyer des documents ou utiliser la MSS. Là, c'est un peu le même type, mais voilà, les différentes étapes et pareil, des exemples de plans d'action pour se mettre en ordre de marche dans l'utilisation de ces services socles. Et je vais prévu les perspectives, mais c'est peut-être pas forcément utile de faire un focus là-dessus. C'est nos chantiers prévus pour, entre autres, pour les prochains mois. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour votre présentation qui est très complète, très apprenante, je pense, pour les participants. Est-ce que vous avez des questions à poser directement à Madame de Bloch? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. alors merci pour cette présentation. Une API 60. Merci pour cette présentation. On se retrouve vraiment sur tous les aspects. On est aussi engagé dans le projet SMS numérique. On a déployé, donc l'INS, c'est pareil, on est à 95%, je crois, de taux de qualification. On a déployé la MSS, on la déploie encore actuellement là auprès des psychologues. Alors j'avais juste une petite question, puisque on avait bien identifié que la carte CPS était un prérequis pour utiliser la messagerie sécurisée de santé. En fait, depuis quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait une certification de la part de l'éditeur. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne exactement. En tout cas, il semblerait que maintenant la carte CPS ne soit plus forcément un prérequis pour utiliser la MSS. Alors, je ne sais pas si vous aviez cette donnée en tête. En tout cas, ça nous arrange bien, hein, notamment pour déployer cette messagerie auprès des psychologues, parce que concrètement, ils peuvent utiliser la messagerie sans trop de soucis. Alors, le prérequis quand même, hein, et il faut peut-être le dire, c'est qu'il faut avoir un numéro ADELI ou un numéro RPPS quand même, hein. Donc effectivement, on peut pas non plus l'autoriser auprès de tout le monde. Et puis le volet DMP aussi, donc on l'a pas encore déployé. Nous, on a beaucoup de freins, et je pense qu'on a les mêmes, hein, notamment au niveau des éducateurs. On veut pas créer de carte ou de ICPS parce qu'il y a l'utilisation du téléphone qui vient se greffer à tout ça, utilisation du téléphone perso dans le cadre pro. Enfin voilà, j'imagine qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques. Mais en tout cas, ça fait du bien aussi d'entendre ces retours d'expérience. Donc voilà, c'était peut-être plus une petite réaction à votre présentation, et merci encore. Merci beaucoup.
Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ou est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, du coup, je vous remercie une nouvelle fois, hein, Madame de Bloch, hein, pour votre intervention voilà, très claire et donc on se permettra de transmettre votre support aux participants. Je vous remercie hein, beaucoup voilà, d'avoir participé à ce webinaire que vous allez pouvoir retrouver en replay sur notre site internet. Et voilà, d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter directement l'équipe du collectif. On se fera un plaisir de vous accompagner. À bientôt, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup, vous. merci pour la Bonne journée. présentation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.